Bonjour à tous, à toutes et à tous. Donc bienvenue au cours de statistique non paramétrique, chapitre estimation de densité par estimateur noyau. Euh, donc nous avons déjà vu comment estimer les fonctions de distribution, par exemple cumulative des variables aléatoires. Mais là, on va s'intéresser aujourd'hui plus précisément à la densité. Euh, pour ce faire, on a besoin de quelques petits rappels d'analyse fonctionnelle et d'analyse tout court. Donc, juste pour situer un tout petit peu les notions, donc, je rappelle la notion de différenciabilité. Ici, il s'agit d'une application vectorielle. Donc, on va considérer donc, petite l, donc une application qui, contrairement à son nom, elle n'est pas linéaire. Donc elle définit d'un ensemble de vecteurs à valeur dans un ensemble, enfin, d'un ensemble de coordonnées à valeur dans un ensemble de coordonnées, dimension de départ m, dimension d'arrivée p. Donc on dit que cette application est différentielle si justement il existe une application linéaire à regarder avec attention, s'appelle DLU. D c'est que c'est la différentielle et U c'est le point de différenciabilité. D'accord. La différenciabilité n'est pas nécessairement vraie partout, donc ça peut être seulement sur un point. Donc cette application, elle a les mêmes caractéristiques que l'application initiale. Elle va de Rm à Rp, donc les mêmes M et P qu'avant. Et donc, puisque c'est une application linéaire, on peut représenter par une matrice. Donc la matrice va être dans MNP. Et donc, quand est-ce qu'on dit qu'il y a différenciabilité? On dit qu'il y a différenciabilité lorsque cette application, au début, qui n'était pas linéaire, peut être approchée par cette application linéaire. Ça veut dire que, par exemple, la différence entre L de x et L de u peut être approchée par dLu appliqué à x moins u. Ou si vous voulez, L de x peut être approché par la somme de L de u et de LU appliqué à x moins u. Bien sûr, comme celle-là est linéaire, on peut retenir que la partie x, elle peut sortir le u, si on veut. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'elle peut être approchée? Ça veut dire que pour tout epsilon, il existe un état tel que si x et u sont aussi proches que delta, alors tout cela est plus petit qu'epsilon fois la norme de x moins u. C'est ce qu'on appelle un petit taux de x moins u. Deuxième notion qu'on va voir, c'est la formule Taylor-Lagrange. C'est une formule de Taylor, mais un peu améliorée, donc, où on précise le reste. C'est ça l'idée. Donc, si f et n fois dérivables sont l'intervalle, alors, pour tout x et y, on a cette formule. Ça veut dire, si on veut exprimer y en fonction de la valeur en x, alors f de y est une somme de f de x est plein de ses dérivés fois y moins x en puissance k et on somme sur k. Premier terme ici c'est f de x, n'est-ce pas? Là, f c'est la dérivée k fois de x. Quand k égale 0, il n'y a pas de dérivée, c'est juste f de x. Et là, c'est puissance k, c'est puissance 0, c'est rien. C'est le premier terme, f de y égale f de x. Ensuite, c'est f' de x fois y moins x, etc. Et puis le dernier terme, en fait, il existe un état entre 0 et 1 tel que on est comme dernier terme f dérivé n fois x plus état y moins x. État, il dépend de manière très non linéaire de x, y, donc il n'est pas connu explicitement. Mais on peut aussi lui donner une formule à lui aussi, et ça c'est le reste intégral. C'est le même c'est la même situation, sauf qu'ici, on a besoin que f soit dans la classe Cn, ça veut dire n fois un continuum dérivable. Alors, f de y, c'est le même terme que tout à l'heure, au début, et puis à la fin, ce terme d'ici, en fait, ça provient d'une sorte de valeur moyenne, et c'est la valeur moyenne de cette intégrale, de x à y, de f dérivé n fois ce terme. Donc, on a des formules qui peuvent nous aider à estimer une fonction dans un point variable comme une sorte de polynôme de ce point, plus un certain reste qui dépend de la dérivée. Très bien. Quel est le but de ce chapitre? Ce qu'on veut faire, c'est
estimer la densité d'une distribution. Et on suppose que ces densités existent, et donc on peut tirer au hasard des réalisations de cette loi, ça veut dire un échantillon distribué selon la loi dont on parle et des réalisations indépendantes, donc x et x en xn. Excusez-moi. Et on suppose que chacune des variables xi est effectivement suit cette loi de densité f. Donc on va donner plusieurs estimations. Et quelle est la meilleure estimation? Déjà, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut dire meilleur. Donc, nous, on essaie d'approcher une fonction. Ce n'est pas une valeur, ce n'est pas un nombre. C'est toute une fonction qui est la densité. Cette fonction, elle est particulière, elle est positive, son intégrale est égale à 1. Et donc, il y a l'ensemble des candidats, il est un peu particulier. Et pareil, comment est-ce qu'on dit qu'un candidat de densité est un bon candidat? Il approche bien la fonction. Qu'est-ce que ça veut dire approcher? C'est la notion de distance. Et donc, l'espace que j'intéresse, c'est un espace de fonction. Parce que l'objet recherché est une fonction et l'objet qu'on va proposer, c'est aussi une fonction. Quelles sont les distances sur l'espace de fonction? C'est les cours d'analyse fonctionnelle, justement. Donc, une des distances la plus connue, c'est la distance LP. C'est une distance de type intégrale. Ça veut dire que si on a deux fonctions f et g, c'est l'intégrale de f moins g module puissance p et tout le résultat racine d'ordre p. Avec les cas usuels, p égale 2 qui est très favorable parce que ça donne une structure d'espace de Hilbert, et puis p égale 1 qui ne nécessite aucune puissance et qui peut être utilisé par exemple quand on veut des informations sur des fonctions de structure creuse. Un autre cas, c'est p égale infini, où la distance, elle n'a pas tellement une forme intégrale, donc la forme c'est une sorte de suprémembre. Ici, la distance à l'infini, c'est le suprémembre sur x quand f de x moins g de x. Je ne vais pas entrer dans tous les détails parce que, bon, en toute rigueur, là, c'est la norme de sup et pour l'infini, il faut exclure un ensemble de mesures nulles, mais on ne va pas rentrer dans ces détails. Et puis, si en fait c'est un point qui nous intéresse le plus, à la distance de f et g, on peut dire c'est la distance entre f de x0 et g de x0. Attention, ça c'est une distance d'autre nature. Ce n'est pas une vraie distance entre les fonctions. Ici, si la distance est nulle, alors f égale g. Ici, si la distance est nulle, c'est pas que f égale g, c'est que f de x0 égale g de x0. On peut aussi imaginer la distance ponctuelle, que ça soit une sorte de combinaison de plusieurs x0. Vous vous rappelez, il y a aussi la convergence ponctuelle qui dit que on a rapprochement en tout point. Voilà, donc il faut préciser ces notions-là et expliquer pourquoi on a besoin de ce x0. Ensuite, assez souvent, travailler directement pile avec la distance, ça peut être un peu compliqué. Donc on ne va pas travailler par exemple ici avec quand p égale 2 avec la racine d'ordre 2. Mais au contraire, on va travailler de manière générale avec une fonction convexe oméga, par exemple x carré. Et on voit bien que ça nous arrange pas mal ici parce que si on prend la oméga de la distance, on va retrouver ici pile l'intégrale de f moins g au carré. Et donc, de manière générale, ce qu'on veut traduire comme but pour nous, c'est le risque d'un estimateur. Donc on a un candidat pour estimer f. Le candidat s'appelle fn chapeau parce qu'il est basé sur n observations. Alors le risque de ce candidat, ça va être l'espérance de cette espérance sur l'aléa. C'est quoi l'aléa? C'est le x. Ça va être l'espérance de quoi? De la distance entre fn chapeau et f
mais mesurée avec la fonction oméga. Et donc, à nouveau, E, c'est l'espérance selon la loi des x qui constitue notre aléa. Donc, on est dans le cas d'une estimation non paramétrique. Donc, déjà, c'est non paramétrique parce que on estime toute une fonction, c'est pas un vecteur, on n'estime pas des valeurs de f dans quelques points. On estime toute une fonction. Et attention, il y a deux dépendances. Il y a la dépendance de la valeur x, qui est la valeur de la fonction, parce que c'est une fonction, c'est une fonction de petit x. Peut-être c'est un peu ambigu, parce qu'il y a un petit x et un grand x. Qu'est-ce que c'est le grand x? C'est l'échantillon. Qu'est-ce que c'est le petit x? C'est la valeur de la fonction. D'accord? Petit x n'est pas une valeur de grand x. Comme parfois on a pu, par exemple, noter. Grand x c'est l'échantillon, petit x c'est l'argument de la fonction. Quand on regarde pour un petit x donné, c'est quelque chose qui dépend de l'aléa de grand x. Donc on a une variable aléatoire. Quand on a fixé l'aléa, on trouve une fonction. Donc c'est un peu dual comme vision. Avec l'exemple qu'on avait dit, par exemple, si on a la distance juste comparée f de x0 et g de x0, voilà, le risque c'est celui-là. N'est-ce pas? C'est f chapeau moins f de x0. Si c'est la norme L2, comme on avait aussi évoqué, qu'est-ce qu'on va retrouver comme risque? C'est l'espérance de la norme L2 au carré de la différence f1 chapeau et f. Et donc, on cherche à déterminer un candidat qui minimise le risque, n'est-ce pas? C'est tout à fait raisonnable. C'est difficile de faire sans vraiment aucune hypothèse. Et quelles sont les hypothèses qu'on puisse faire? En fait, les hypothèses, c'est que, puisque on s'est un peu éloigné de cadres complètement arbitraires des lois de, on l'a vu au premier chapitre, estimation de la distribution cumulative. Là, on dit déjà qu'il y a une densité. Donc, il y a une fonction qui représente cette densité. On peut aller un tout petit pas de plus. On dit, en fait, cette densité, elle se trouve dans un espace fonctionnel qu'on va préciser. Par exemple, dans l'espace L2. Ici, on sait de toute façon que comme elle est, son intégrale est égale à 1, elle est positive, elle est dans L1. Et donc, on peut se poser aussi des questions de régularité au-delà. Est-ce qu'elle est continue, par exemple? Est-ce qu'elle est dérivable, etc. Et donc, on va plutôt chercher f dans une classe fonctionnelle. Si vous voulez, c'est ça un peu le paramètre. On est dans un cas non paramétrique parce qu'on ne précise pas grand-chose de la fonction f, mais on doit faire quand même un choix qui est la classe fonctionnelle où le f va se trouver. Et donc, qu'est-ce qu'on va essayer de minimiser quand on trouve une procédure? Là, le risque, c'est quand la fonction f est donnée. Mais nous, on va dire, ça m'intéresse une procédure qui marche bien sur les fonctions f dérivables 2 fois, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire marche bien sur les fonctions, sur toutes les fonctions de densité f dérivable 2 fois? Ça veut dire qu'en fait, on va chercher une procédure qui va minimiser ce qu'on appelle le risque minimax. Ça veut dire, ça c'était le risque pour une fonction donnée. On va considérer sur tout l'espace la pire fonction. On va essayer de minimiser cela, le risque sur la pire fonction de tout l'espace. Donc on fait d'abord celle-là, quel est le risque pour fonction f individuelle. On calcule la pire fonction parmi la classe qui nous intéresse, et ça va être le risque. Ça s'appelle, on a fait le risque de cette classe f. Et donc on va considérer donc l'estimateur tel que le risque tend vers 0 le plus vite possible.
Qu'est-ce que ça veut dire? Quel va être le comportement de convergence à zéro? On va dire que si le risque il est de type CRN, ou Rn est une suite, c'est une constante et R est une suite qui est envers 0, alors on va dire que les estimateurs Fn, il atteint la vitesse ou le taux Rn sur la classe F. Il faut préciser pour la distance d et la perte, la fonction de perte oméga. Donc on va comparer de cette manière nos estimateurs une fois que la classe est donnée. Presque le dernier appel d'analyse. Quelles vont être les classes utilisées? On aime bien les fonctions dérivables, donc on va plutôt s'attacher à cette classe-là. Les deux classes en fait sont soit les classes de type dérivabilité, donc C1, C2, et puis on va voir tout de suite la classe d'Holder, ou sinon là il faut regarder dans vos cours d'analyse fonctionnelle des espaces de type Sobolev. Historiquement, c'est la classe de type Holder qui a été plutôt étudiée, mais les approches plus modernes ne se privent pas du tout d'entrer dans les classes de type Sobolev parce qu'ils ont des propriétés algébrico-hilbertiennes un peu mieux. Par exemple, on peut partager des morceaux, une fonction dans un Sobolev, et ça se passe mieux que dans une classe CK par exemple. Donc, rappelons par contre pour l'instant, je vous renvoie à vos cours d'analyse fonctionnelle pour les espaces Sobolev. Rappelons que ça veut dire quelle est la classe de Holder. Juste pour rappeler que bon, ici c'est un peu différent, c'est pas pile les fonctions CK, mais en fait c'est la classe, il y a une autre notation qu'on appelle la classe de Holder, ça s'appelle CK virgule alpha. Là ici on va prendre une notation un peu plus différente pour souligner que c'est pas pile les fonctions CK, mais c'est quasiment, c'est assez similaire. Donc si on a bêta réel, bon, nous on va s'intéresser au bêta positif. On note pas ce symbole, l'entier qui soit strictement inférieur à bêta et qui soit le plus grand entier qui ait cette propriété là. Donc il faut faire un peu attention. Donc quand on a 3,5, oui, c'est sûr que c'est 3. Par contre, quand on a 4, en fait l'entier strictement inférieur, parce qu'il est strictement inférieur, c'est 3. D'accord. Et donc c'est pour ça que sur la classe de Holder, on prend ces définitions-là. Ces définitions-là, parfois, bon, sont un peu interprétables, mais on va voilà, on va prendre une convention, et ça va être celle-là. Et donc, pour tout bêta strictement positif et L positif, donc on définit la classe de Holder de régularité bêta, et puis on prend une boule dans cette classe de Holder, ça veut dire L, ça va être le rayon de la boule, et donc sigma de bêta et L, ça va être les fonctions telles que d'un côté G et cette partie inférieure, partie entière inférieure de bêta, fois dérivable. Ça veut dire, tout à l'heure, par exemple, c'était bêta égale 3,5, G il est 3 fois dérivable. Si bêta égale 4, G est 3 fois dérivable. Et puis, là, il y a un reste. Parce que bêta, bêta partie entière inférieure, elle est strictement supérieure à 0. Et qu'est-ce que c'est que ce reste? En fait, il y a une propriété que la dérivée bêta fois partie inférieure satisfait cette relation-là. Prenons un petit exemple, l'exemple bêta égale 4. Qu'est-ce que c'est que bêta, moi, sa partie inférieure entière, c'est égal à 1 dans ce cas-là. Et donc finalement, on parle de quoi? On parle des fonctions lipschitziennes, dont c'est des fonctions dont la troisième dérivée est une fonction de Lipschitz. Ici, ça serait quoi?
c'est les fonctions dont la troisième dérivée, c'est une fonction de Holder d'exposant 1,5, parce que ça, il reste plus qu'un demi si on a 3,5. D'accord. Est-ce qu'on a un exemple de choses comme ça qui se passent? Ben, en fait, c'est le mouvement brownien. Lui, il est Holder de exposant 1,5. Enfin, 1,5 plus epsilon aussi. Et donc, ça, si on sort de G, dans ce cas-là, celle-là va être intégrale 3 fois de mouvement brownien. Donc, voilà, ça donne une certaine régularité. On voit bien que le mouvement brownien, il n'est pas aussi régulier qu'une fonction de type Lipschitz, n'est-ce pas? Et donc, ça décrit, cette classe d'Holder décrit la régularité intermédiaire entre deux dérivations entières, entre les fonctions qui sont 3 fois dérivables et les fonctions qui sont 4 fois dérivables. Ensuite, entre les fonctions qui sont 4 fois et 5 fois dérivables, etc. D'accord. En particulier, on peut, voilà, on peut voir qu'effectivement, il y a une inclusion bien définie entre fonctions entre C3, sigma par exemple 3,5 et L et C4. Très bien. Une petite, donc on a déjà vu ça. Si bien sûr que si bêta L est supérieur à 1 par la simple définition qu'on a faite, si f il est dans sigma bêta L, alors f' il est dans sigma bêta moins 1 L. On applique juste la définition. Si bêta égale à 1 en particulier, tout à l'heure on a vu bêta 4, la bêta égale à 1, c'est qu'il est 0 fois dérivable et sa 0 dérivée, ça veut dire elle-même, est une fonction lipschitzienne. Donc c'est ce qu'on avait déjà vu. Elle a une petite remarque, en fait c'est une proposition mais qu'on va admettre, c'est que si bêta il est strictement supérieur à 0, et puis L aussi, alors il existe une constante M qui majore la norme L infinie sur cette boule-là. Ici on a mis explicitement la dimension parce que parfois on veut avoir sur une dimension différente d'ordre. Mais en fait la norme est l'infini, ça veut dire le suprêmum sur les valeurs et suprêmum sur les fonctions, elle est plus petite que cette constante-là. Ça vient pas de soi. Par exemple, imaginez les densités de la loi normale, hein, c'est quand même c'est infini. C'est pas dit que elles sont bornées, parce que ici toutes les densités imaginables de toutes les lois normales imaginables, il y a des lois qui tendent vers des masses de Dirac et la norme est l'infini, ça veut dire le nombre de suprêmum en fait, parce que c'est une fonction continue. Cette norme elle tend vers l'infini. Ça veut dire qu'à un certain moment, lorsqu'il y a convergence vers Dirac, on sort de cet espace-là. C'est tout à fait normal parce que la Dirac, il n'est la densité n'a pas déjà de densité, donc en particulier il n'est pas dans le Hilbert, dans le Holder, et en particulier il n'est pas dans une boule de ce Holder. Mais si on se restreint une boule d'un Holder quelconque, alors forcément la densité ne va pas dépasser une certaine limite. Ça veut dire que ça peut s'exprimer comme pour dire que localement la densité va être finie. Et cette constante-là, elle ne dépend pas de la fonction, elle dépend juste de la boule qu'on aura choisie. Très bien. Donc ces rappels étant faits, donc on va les utiliser au moment venu, mais on a fait les rappels pour pouvoir éventuellement vite les utiliser. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut estimer la densité. Et donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme approche? Tout d'abord, l'approche classique. Et de dire, en fait, je sais que, après, on va regarder éventuellement l'histogramme, je vois qu'il s'agit d'une courbe qui a un seul boss, donc unimodal, et les queues s'estompent très vite. Alors il y a probablement
une loi gaussienne. À ce moment-là, quand on a dit gaussien, tout ce qu'il suffit de connaître, c'est les paramètres sigma mu, ça veut dire moyenne et variance. Et donc finalement, on est dans un cadre paramétrique. Pourquoi? Parce qu'on a deux nombres à estimer. On est en dimension 2. Et il faut juste estimer ces choses-là. Et à ce moment-là, on applique les tests qu'on a vus pour l'estimation de moyenne et variance. Ensuite, ça se trouve, c'est peut-être pas la loi normale. C'est peut-être une loi qui a, pour des raisons de modélisation, on sait qu'elle doit avoir certaines caractéristiques. Par exemple, le nombre de voitures qui passent par un carrefour par jour. Typiquement, ça c'est une loi du poisson, et là c'est P majuscule, c'est pas les poissons qui viennent. Corrigé dans votre poly. Ou ça peut être d'autres lois, des lois uniformes par exemple. Par contre, déjà, quand les données deviennent de plus en plus complexes, ça veut dire qu'en fait la dimension croît. On a vu des exemples en début de ce cours, voilà, pour les estimations par exemple pour les réseaux neuronaux. Oui, enfin, là la dimension peut être très importante, ça peut être des milliards de dimensions. Là c'est difficile de travailler avec des choses comme ça. On n'a pas d'intuition et donc on ne sait pas quelle loi mettre là-dedans. Et donc on ne peut pas, cette approche paramétrique, ça s'arrête parce qu'on ne sait pas. Et puis attention, s'il s'agissait d'une loi de poisson et qu'on a mis une loi normale, c'est pas pareil, hein, on ne va pas arriver aux mêmes conclusions, donc il ne faut pas se tromper. Donc si on n'est pas sûr, bah autant dire on n'est pas sûr. Et à ce moment-là, on fait très peu d'hypothèses et on va se retrouver dans le cadre non paramétrique qu'on va décrire. Bien sûr que si jamais on est sûr, raisonnablement sûr sur quel est le modèle, ça aide. Si c'est une loi normale, autant dire que c'est une loi normale, ça va nous aider beaucoup et ça va me donner beaucoup d'informations par rapport au modèle paramétrique, parmi ceux qu'on va être amené à voir, qui va juste chercher dans un espace tellement large qu'il ne va peut-être pas être si précis. Donc il y a si on veut quelque chose de très puissant, il faut utiliser toutes les informations sur la densité. Si on veut quelque chose de plus certain en termes de propriété de la loi, parce qu'on a des incertitudes sur quel est l'ensemble des lois à type, alors on va prendre quelque chose de paramétrique. Et donc la première chose qui vient en tête, puisqu'il s'agit d'une densité, c'est l'histogramme. Vous savez ce que c'est un histogramme, mais il faut une formalisation pour ça et ça va nous aider aussi pour la suite. Donc allons-y. On va se placer en dimension 1. Et puis les variables, ça va être par exemple des valeurs en 0. Ça veut dire qu'on cherche une densité f définie de 0 à 1 en valeur réelle positive, puisque la densité c'est toujours une fonction positive. Et donc, on se donne un découpage de cet intervalle-là de valeurs. Et puis, on va découper en classe A1, A2, AP, AP plus 1, etc. Et donc, assez souvent, on va supposer que la longueur de toutes les classes, ça veut dire AI plus 1 moins AI, c'est une constante qui est égale à H. Très bien. En fait, pour estimer pour la méthode d'histogramme, on va dire F à l'intérieur de la classe, de chaque classe, je vais la prendre constante. Donc ça va être une constante par morceau. Et comment on va estimer la constante qui correspond à une classe donnée? On va dire la chose suivante: l'estimateur Fn chapeau de t est égal au cardinal des xi qui tombent dans cet intervalle-là, divisé par leur nombre total. Là, ça commence à nous rappeler les estimateurs fonctions cumulatives, par exemple. Et puis, divisé par h. Pourquoi? Parce que
plus la classe est large, plus on a des chances de trouver des noms là-dedans. Et donc il faut prendre cette moyenne. Hein. C'est un genre de moyenne de combien de valeurs sont là-dedans, moyenne prise par unité de mesure de la largeur de classe. D'où ça vient? En fait, on dit si f est égal à une constante cj, qui change, chaque j plus 1, il y aura une autre constante. Alors, qu'est-ce que va être, par exemple, une formule qu'on pourra trouver pour f? Pour f majuscule, qui est la fonction c'est la primitive petit f, et satisfait cette relation-là. F est égal à cj, on aura ça. D'accord? Donc on trouve cj fois h. D'accord. C'est le cj qu'on veut. Mais on n'a pas le f. On a une estimation, n'est-ce pas, de f, parce que on a déjà fait un chapitre de l'estimation de la cumulative. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire f de aj moins 1 moins f de aj? Ben, en fait, ça, si on divise en plus par h, f de aj plus 1, c'était le nombre de valeurs de x qui tombait dans l'intervalle moins infini aj plus 1. Là, c'est le nombre de valeurs qui est f de aj. C'est l'estimateur, hein, c'est de cela que je parle. C'est le nombre de valeurs qui vont être inférieures à j. La différence des deux, ça va être pile le nombre de valeurs qui sont entre aj et aj plus 1. Et puis, on a divisé par n parce que, à cause de l'estimateur de f, on a divisé par h à cause de cette formule intégrale qui nous dit qu'on cherche plutôt petit f que grand f. Très bien, voilà, c'est tout. Avant de donner d'autres propriétés, donc on va regarder un peu les propriétés de l'histogramme, et avec quelques exemples numériques. Les exemples sont faits en R, mais je ne vais pas vous donner les détails. On va juste regarder les résultats. N'hésitez pas à faire des exemples en Python. On essaie d'avoir des codes aussi bien R que Python. Et là, ce qu'on va voir, c'est la dépendance par rapport au nombre de classes et au nombre de réalisations. Pour ça, on va prendre une fonction à deux bosses. Une bosse en 2, une bosse en 6, qui est dessinée. On va dessiner là, on va voir son dessin tout à l'heure. Donc, en particulier, c'est pas un La normal, mais en fait, c'est un mélange. Un mélange de La, c'est quand on a... c'est additif, hein, sur la densité. Et ça peut signifier, par exemple, qu'en fait, on sait que le choix va avoir la normale, mais on ne sait pas quels sont les paramètres. Par exemple, ça peut être deux typologies de paramètres complètement différents. Donc, c'est ce qu'on veut, c'est que on devrait voir qu'il y a deux cloches avec les centres en 2 et en 6. Bon, vu l'écart type et vu les valeurs, il y aura quand même un petit chevauchement de 2. Et donc on va commencer par la simulation par 5 sérialisations. Très bien. Et donc voyons un peu le nombre de... Qu'est-ce que ça nous donne quand on fait l'histogramme avec 30 bins. Bin, c'est ce qu'on utilise pour dire quel est le nombre de classes ici, d'intervalles qu'on prend. C'est un peu ce qu'on voulait. Voilà la densité en rouge, la vraie densité. Et voilà ce qui dit l'histogramme. Bon, ici, il y a des choses qui ne devraient pas se passer. Par exemple, cette valeur, elle est plus petite que l'autre, alors que ça ne devrait pas être le cas. Enfin, en tout cas, pas avoir des choses comme ça. Là, c'est une fonction qui croît et qui décroît. Il n'y a pas de minimum local ici. Là aussi, parfois, on va avoir des petits soucis. Mais généralement, on peut dire, oui, il y a deux bosses, il y a un peu de overlap là-dedans, ça va. C'est pas toujours garanti que ça soit de si bonne qualité. Par exemple, si on prend des fenêtres H trop petites, ça veut dire trop de classes.
nombre de classes égale 100. Ben là, on voit qu'il y a beaucoup de bruit, on a un peu de mal, hein. Par exemple, vers la fin, là c'est des choses très moches, et quand vous regardez ça, c'est que oui, il y a un problème. Ça c'est une sorte de pixelisation qui apparaît. Ça apparaît par exemple aussi dans les réseaux neuronaux. Vous avez peut-être vu des images générées par les réseaux neuronaux. Quand on voit des gros pixels dans une image, c'est un peu la même chose. Il y a des régions qui ne sont pas bien traitées, qui sont, voilà, sont un peu là aussi, c'est un signe assez caractéristique. Et puis, bon, on voit bien que, comme on avait dit tout à l'heure, il y a trop de minima locaux, bon, qui n'ont pas lieu d'être. Ensuite, on va prendre l'autre extrême. Donc, quand il y a 10 classes, oui, ça c'est très bien, il n'y a pas de minima locaux, tout est bon, c'est parfait. Quand il n'y a que 3 classes, je dis oui, d'accord, je ne veux pas arriver là-dedans, je vais prendre le moins possible, c'est sûr que ça va être le plus précis. Oui, mais il se peut qu'on rate des propriétés essentielles de la fonction. Ici, une propriété essentielle, c'est qu'elle n'est pas unimodale, elle est bimodale. Ça veut dire qu'elle a deux valeurs bien distinctes, où il y a des deux maxima locaux de la fonction densité. Et là, ça ne se voit pas sur un plot à 3 classes. Donc il y a quand même un optimum à trouver. Là, je pense que voilà, c'est pas le but d'aller plus en détail sur ça, mais c'est bien quand vous pouvez de regarder un peu l'influence de ce nombre de bins, parce que ça peut vraiment dire des choses. Sur celle-là à droite, on se rend compte assez vite. Sur celle-là à gauche, c'est plus délicat. Donc là, assez souvent, on regarde un peu plus le détail. Et si le détail il est lisse, donc quand on agrandit un peu le nombre de classes, si ça reste toujours lisse, c'est qu'on peut encore continuer, quoi. Et puis on continue jusqu'à ce qu'on arrive là, et puis on revient, on se rend compte quelle est la taille. C'est quand même un procédé qui est assez ad hoc. Il y a un autre procédé qui est beaucoup plus confortable, si on peut se le permettre. Parfois on ne peut pas, mais si on peut faire plus d'échantillonnage, ça aide toujours en statistique. Et donc en particulier ici, ça peut vraiment résoudre des soucis, mais parfois l'échantillonnage, c'est pas gratuit, c'est peut-être pas possible. Par exemple, ça peut être un sondage d'opinion, ou c'est pas le test d'un médicament. On ne peut pas faire plus de tests, les tests ont été déjà faits, voilà, on regarde ce qu'on a. Mais si on peut tirer plus de variables, ça se passe mieux. Et par exemple ici, on a tiré plus de variables, et puis on a regardé le nombre de classes égal à 100. Tout à l'heure, c'était pas du tout joli, alors que là, ça va. On voit très bien, il n'y a pas de souci. Effectivement, il y a peut-être un minimal local quelque part, mais quand même, même si on superpose avec la densité, on voit bien que là, tout est vraiment de très bonne qualité. D'autant plus si on met que 30 classes, c'est aussi bien. On voit quasiment que là c'est un très bon signe, hein, mais ça c'est a posteriori, parce qu'on connaît la densité. Quand la densité passe entre quand il coupe précisément la valeur, ça c'est clair, quoi. Ça se passe très bien, et donc contrairement à la précédente, ici ça se passe très bien. Donc nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Nous allons discuter la prochaine fois des estimateurs à noyau.